Ce matin, heure de la côte Est, des agents fédéraux sont revenus à Mar-a-Lago. Pas pour une formalité, pas pour un complément mineur. Ils sont revenus avec un deuxième mandat de perquisition. Et si ce que révèlent les documents judiciaires est exact, ce retour change totalement la nature de l'affaire des documents classifiés. Avant que vous ne considériez cela comme un simple rebondissement médiatique, restez jusqu'au bout, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications parce que ce qui se joue ici dépasse la politique partisane. On parle potentiellement d'obstruction fédérale, de dissimulation délibérée et d'un élément qui n'avait jamais été mentionné dans aucun acte d'accusation publique. Pendant 9 mois, des pièces judiciaires sont restées sous scellé. Elles ont été rendues publiques hier, et ce qu'elles contiennent n'apparaissait ni dans l'acte d'inculpation initial, ni dans les inventaires rendus publics, ni dans les déclarations sous serment précédentes, l'existence d'un second espace de stockage, un local sécurisé au niveau inférieur de la résidence, non mentionné lors de la première perquisition. Selon ces documents, l'information ayant conduit à ce nouveau mandat provient d'un témoin disposant d'un accès direct et détaillé à la configuration des lieux. Ce témoignage aurait fourni des plans, des indications précises sur le mécanisme d'accès et sur la nature des documents qui y auraient été déplacés. C'est ce niveau de précision qui a convaincu un juge fédéral d'autoriser un second retour sur les lieux. Pour comprendre la gravité de la situation, il faut revenir au 8 août 2022. Date de la première perquisition. Les agents du FBI avaient récupéré plus de 300 documents classifiés répartis dans plusieurs pièces. Un local de stockage, un bureau, des espaces résidentiels. À l'époque, l'affaire semblait structurée autour d'un argument possible de désorganisation lors de la transition présidentielle. Le dossier reposait sur la conservation inappropriée de documents sensibles, certes graves, mais pouvant encore être défendus sous certains angles juridiques. Cependant, lors de cette première opération, les agents ont explicitement demandé si d'autres emplacements sur la propriété contenaient des documents classifiés. Il leur aurait été répondu que tout avait été remis et qu'aucune autre zone n'était concernée. C'est précisément ce point qui devient explosif aujourd'hui, car plusieurs mois plus tard, les procureurs auraient reçu une information contredisant ces assurances. Le témoin aurait décrit un espace renforcé, installé lors de rénovations récentes, équipé d'un système biométrique et jamais mentionné dans les déclarations officielles. Ce type d'installation ne relève pas du hasard. Un espace sécurisé de ce type représente un investissement considérable et implique une intention claire de protéger des éléments jugés sensibles. S'il est prouvé que des documents classifiés y ont été déplacés après des demandes officielles de restitution, nous ne sommes plus simplement dans une affaire de conservation négligente, mais dans une potentielle dissimulation consciente. Le cadre légal est important ici. Aux États-Unis, l'obstruction à une enquête fédérale constitue un crime distinct de l'infraction initiale. Même si l'on débattait du statut exact des documents ou des pouvoirs de déclassification, mentir sur l'emplacement de matériel sensible ou omettre volontairement un site de stockage peut suffire à caractériser une obstruction. Les procureurs n'ont pas besoin de démontrer un dommage effectif à la sécurité nationale pour ce chef d'accusation. Ils doivent prouver qu'une information a été cachée intentionnellement dans le contexte d'une enquête en cours. Reste la question centrale. Pourquoi un témoin aussi proche aurait-il coopéré ? Plusieurs hypothèses existent. Il peut s'agir d'un accord d'immunité, pratique courante lorsque les enquêteurs estiment qu'un témoin clé détient des informations essentielles. Il peut également s'agir d'une décision stratégique face à un risque juridique personnel. Enfin, il est possible que la motivation soit liée à une perception réelle d'un risque sécuritaire, surtout dans un lieu fréquenté par des membres et visiteurs variés, potentiellement observés par des services étrangers. Les documents judiciaires décrivent ce témoin comme précis, cohérent et corroboré par des éléments matériels. Ce choix de formulation est significatif. La perquisition de ce matin s'est déroulée différemment de la première. Les avocats auraient été informés à l'avance et les agents se seraient dirigés directement vers l'emplacement décrit sans fouille extensive préalable. Cela suggère une connaissance ciblée de la zone à inspecter. L'espace en question serait une pièce d'environ 3,5 mètres sur 4,5 mètres, renforcée, dotée d'un système d'accès biométrique et d'une ventilation indépendante. Ce n'est ni un simple coffre, ni un placard improvisé. Si des documents de niveau top secret, Sensitive Compartmented Information, y sont effectivement retrouvés, cela change radicalement la dynamique judiciaire. Un détail contenu dans les pièces récemment dévoilées pourrait s'avérer déterminant. Une liste manuscrite d'inventaire retrouvée lors de la première perquisition mentionnerait un emplacement correspondant à ce LL Vault, avec une référence à plusieurs dizaines de boîtes classifiées au plus haut niveau. Si cet inventaire est authentique et correspond au contenu effectivement découvert, il constituerait une preuve matérielle de connaissance et d'organisation. Et si le déplacement vers cet espace a eu lieu après les premières demandes de restitution, l'argument de la simple confusion administrative devient extrêmement difficile à soutenir.
Les prochaines semaines seront décisives. Le FBI devra déposer un inventaire des éléments saisis. Si les documents mentionnés sont retrouvés dans cet espace, il est probable que des chefs d'accusation supplémentaires soient ajoutés, notamment pour obstruction et fausse déclaration. La défense tentera sans doute de contester la recevabilité du témoignage, d'invoquer des protections liées au mariage ou de soulever des questions de coercition. Toutefois, en droit fédéral, le privilège conjugal ne protège pas des actes relevant d'une activité criminelle conjointe ni des observations directes d'un comportement. Au-delà du cas individuel, cette affaire pose une question plus large sur la gestion des documents classifiés après un mandat présidentiel. Elle pourrait établir des précédents importants concernant la coopération des proches dans des affaires de sécurité nationale et sur la portée des enquêtes fédérales lorsqu'un soupçon de dissimulation existe. Qu'on voit cette affaire sous un angle politique ou strictement juridique, un principe reste constant. Dans une enquête fédérale, l'omission volontaire d'un lieu de stockage, si elle est prouvée, n'est pas un détail technique, c'est un élément central. Le système judiciaire fonctionne par accumulation de preuves, par corroboration et par décision judiciaire successive. Un juge a estimé qu'il existait une cause probable suffisante pour autoriser un second mandat. C'est un signal fort. Si vous voulez suivre l'évolution de cette affaire, les éventuelles inculpations supplémentaires, les motions de la défense et la stratégie des procureurs, abonnez-vous maintenant, activez la cloche et partagez cette analyse. Les prochains 14 jours pourraient redéfinir non seulement ce dossier précis, mais aussi la manière dont seront traitées les affaires de documents classifiés à l'avenir. Ici, on continuera à décrypter chaque étape, sans rumeur, sans exagération, mais avec une lecture rigoureuse des faits et du droit.